Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire. Nous avons la chance d'accueillir ce soir Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et également Anne Genetet qui va nous rejoindre très prochainement, députée de la 11e circonscription des Français de l'étranger. Alors le secrétaire d'État a organisé aujourd'hui un déplacement virtuel en Chine continentale et à Hong Kong et a souhaité s'adresser aux Français de la région lors de cette réunion publique virtuelle organisée avec lepetitjournal.com. Bonsoir Monsieur le Ministre, comment allez-vous? Bonsoir, merci à vous de nous accueillir pour cet échange avec nos compatriotes qui sont en Chine continentale, à Hong Kong. Je vois que vous êtes déjà nombreux à vous êtes connectés. Avant de commencer, je tiens juste à préciser que cette réunion virtuelle durera environ 45 minutes. On a beaucoup de questions à aborder. Donc n'hésitez pas déjà dans le chat aussi à nous indiquer d'où vous nous regardez. Nous avons aussi reçu pas mal de questions par email, donc je me chargerai de les poser directement à Monsieur le Ministre et à Madame la députée. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette réunion. On essaiera de traiter un maximum de questions en live et puis de répondre donc à la majorité de vos demandes et de vos préoccupations. Donc nous sommes ravis de vous accueillir, hein, Monsieur le Ministre. Avant que nous commencions à aborder les nombreux sujets qui nous attendent, est-ce que vous voudriez peut-être adresser quelques mots aux Français donc, de Chine continentale et de Hong Kong? Bon, tout d'abord, des mots pour leur dire tout notre soutien parce que à l'issue de cette visite, j'ai pu rencontrer nos consuls généraux, notre ambassadeur, la communauté d'affaires, vos élus, les conseillers des Français de l'étranger. Il y a deux mots qui sont revenus très régulièrement, voire systématiquement, c'est résilience, lassitude. Résilience parce que c'est vrai que depuis un peu plus d'un an maintenant, eh bien, vous faites face. Moi, je n'oublie pas que la pandémie, vous avez été les premiers Français à y être confrontés. C'était en janvier 2020, c'était à Wuhan. Et je me souviens d'ailleurs des rapatriements que nous avions mis en place, qui ont aussi profité à des Européens. Pour certains, à Hong Kong, avec les événements politiques, il y a même eu, je dirais, 2 années compliquées. Et puis, face naturellement à toutes les conséquences de cette pandémie, les contraintes qui sont posées, eh bien, une forme de lassitude qui s'exprime et on le comprend. Ce que je veux dire, c'est que justement cette visite, c'est l'occasion d'être à vos côtés, d'entendre les sujets de préoccupation, de travailler avec vos élus, avec les consuls, à y apporter des réponses. Et c'est ce qu'on s'est employé à faire depuis déjà eh bien 2020 avec Jean-Yves Le Drian. Donc, on continue haut les cœurs, c'est ce que je veux dire. On sait qu'on fait face à l'inédit, que tout cela nécessite des efforts quelque part un peu surhumains, mais c'est à ce prix-là qu'on va s'en sortir, je pense, collectivement. Très bien, je vous remercie. Alors, je vous propose peut-être déjà de commencer sur les questions. On a reçu beaucoup de questions sur la fermeture des frontières. Hein. C'est vraiment le sujet qui préoccupe les Français à l'étranger, en particulier dans cette région. On a reçu notamment une question de Claire à Hong Kong qui souhaite savoir si elle pourra rentrer en France cet été, voir sa famille. Donc, est-ce que ça fera partie des motifs impérieux pour pouvoir se rendre en France? Même question aussi de Carole qui souhaite savoir si elle pourra retrouver sa famille en France pour autre chose que des urgences impérieuses. Je sais que vous avez évoqué notamment un assouplissement de ces restrictions dans les prochains jours. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage? Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, ce sujet de la mobilité, des frontières, il est au cœur depuis le début de la gestion de la pandémie. On l'a vu d'un coup d'un seul, il y a un an, les frontières se sont toutes fermées. Ça a été d'ailleurs un tour de force d'organiser le retour de 370 000 Français qui étaient de passage à l'étranger, pas résidents, mais de passage et qui étaient bloqués. Et ça continue, ces frontières, à être naturellement un outil pour freiner la diffusion des variants ou du virus. Et c'est ainsi que, effectivement, les Français, où qu'ils soient français en métropole, français outre-mer, français établis hors de France, eh bien, comment dire, doivent justifier des motifs impérieux pour pouvoir voyager entre la France et l'étranger hors de l'Union européenne. Face naturellement à un certain nombre de situations qui nous ont été remontées, moi j'ai poussé les feux pour qu'on puisse assouplir ces motifs impérieux, notamment sur la dimension familiale. Donc le Conseil de défense, en principe, devrait se pencher demain sur ce sujet-là et
en vue de proposer des assouplissements. Et pour répondre à la question qui était posée sur l'été, moi, je fais tout pour qu'on soit en situation, effectivement, pour que les familles puissent rentrer à l'été, pouvoir à nouveau serrer leurs proches dans leurs bras, ce qui n'a pas été fait depuis trop longtemps en raison de tous ces blocages. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que la France, elle a pris ses dispositions, mais vous le savez mieux que quiconque en Chine, le vrai sujet qui se pose, c'est les mesures prises par les autorités locales, avec des quatorzaines ou des quarantaines très dures qui peuvent durer 3 semaines, avec on a un certain nombre de situations qui ont été remontées où vous le savez, il faut pré-réserver l'hôtel, le payer de sa poche, etc. Donc, quand on a une famille, on voit vite que, je reprends une expression d'une des conseillères des Français qui disait, c'est juste pas possible. Donc, les conditions aussi de retour posées par les autorités de votre pays de résidence font que, de fait, comment dire, le départ vers la France est un risque parce que, vous le savez, les conditions du retour sont très strictes. Donc, en tous les cas, nous, de notre côté, on se met en position à l'été, je l'espère, de pouvoir accueillir tout le monde. Mais je pense que peut-être que la Chine, elle, n'aura pas forcément encore bougé ses règles. Parce que ce que je comprends notamment des échanges que j'ai pu avoir précédemment dans la matinée pour nous en France, dans l'après-midi pour vous sûrement en Chine, c'est que les autorités ministérielles locales, sanitaires ou tourisme évoquent plutôt l'automne comme horizon pour la reprise de la mobilité internationale. Donc, c'est aussi un sujet à avoir en tête. Je pense que, en tout cas, s'agissant de la France, c'est pas de gaieté de cœur qu'on prend ces dispositions, mais on est face à une situation voilà, sanitaire qui fait qu'on doit absolument préserver comment dire, au maximum chacun des Français, et ça passe par ces mesures. Encore une fois, rendez-vous dans les tout prochains jours pour vous donner justement ces assouplissements. Je pense que beaucoup de Français seront ravis de savoir qu'il y a des assouplissements justement à ces règles. Justement, vous évoquiez la question du retour en Chine. Il y a eu beaucoup de questions aussi sur ce sujet, notamment sur un potentiel assouplissement. Là, je voyais dans les questions aussi quelqu'un qui demande est-ce qu'on aura justement un assouplissement des règles pour les Français qui veulent aller se rendre en Chine. Notamment aussi beaucoup de questions par rapport à des couples mixtes. Qui se retrouvent donc avec un époux, par exemple, français et une femme chinoise, et dont l'époux ne pourrait pas revenir en Chine, et sa femme, par contre, devrait partir seule. Est-ce que, justement, vous pourriez répondre à ces couples mixtes qui souhaitent rentrer ensemble en Chine et qui ne peuvent pas le faire pour le moment? Alors, sur la question des couples, il y avait aussi la question des couples qui n'étaient pas forcément mariés, pas forcément pacsés et n'avaient pas pu se retrouver. Donc, on a mis en place une procédure dérogatoire. C'était en août dernier. 2500 personnes ont ainsi pu retrouver leur partenaire de cœur. Ce dispositif, nous avons dû le suspendre temporairement le fin janvier, en même temps que les motifs impérieux sont entrés en vigueur. On espère que tout cela va être le plus provisoire possible, le plus temporaire possible. Et d'ailleurs, les dossiers qui sont déposés, on les instruit en vue de pouvoir octroyer les laissez-passer une fois les restrictions levées. Voilà, donc où on en est de ce point de vue-là. Je vois comment dire, j'en profite parce que je vois aussi beaucoup de questions défiler en même temps dans le chat, donc c'est l'occasion de répondre. Richard dit même la Chine n'interdit pas le retour de ses ressortissants. Nous n'interdisons pas le retour. Nous limitons à ce qui est impérieux, essentiel. Et encore une fois, beaucoup d'ailleurs des gens que j'ai rencontrés ce matin m'ont fait part du fait que en réalité, c'était les règles en vigueur en Chine qui les dissuadaient de quitter le sol parce qu'ils n'avaient aucune certitude de pouvoir entrer. Et d'ailleurs, eh bien, il y a plusieurs dizaines ou centaines de Français qui, étant résidents en Chine, sont encore en France dans l'attente parfois de revenir. J'ai un certain nombre de cas qui m'ont été signalés, notamment d'étudiants, mais pas seulement. Est-ce que vous êtes justement en discussion avec les autorités chinoises quant à ce sujet du retour en Chine? Alors, on est naturellement
en discussion permanente sur tous ces sujets-là avec les autorités chinoises. Maintenant, vous le savez mieux que quiconque, c'est également un environnement qui est complexe, où on n'a rien sans rien. Ce qui est sûr, c'est que, en revanche, on a pu faciliter le retour d'un certain nombre de personnels qui étaient bloqués tout au cours de ces derniers mois. Mais à chaque fois, c'est vraiment un travail d'une complexité très importante. Et donc, souvent, on fait des démarches en européen d'ailleurs, pas seulement les Français, mais pour donner plus de force encore avec tous les collègues. Par exemple, vous savez, l'éducation a été effectivement perturbée au sens où les cours en présentiel se sont très peu tenus en 2020. Et par exemple, j'ai le cas de la situation à Hong Kong en tête, où notre consul général, avec ses collègues européens, fait régulièrement des démarches auprès de l'exécutif pour obtenir des assouplissements. Je me réjouis d'ailleurs que dans les prochains jours, eh bien, les effectifs puissent revenir en présentiel par demi-groupe, parce que j'imagine que le fait de suivre les cours à distance, ça demande aussi un investissement et un engagement particulièrement important des parents, des encadrants familiaux pour faire face à cela. Et donc, voilà, le retour au présentiel est, je crois, très attendu. Alors justement, sur les établissements français de la région, comment ils ont pu survivre à cette crise? Est-ce qu'on a vu des baisses d'effectifs, par exemple, pour les lycées français de la région? Et aussi, autre question, est-ce que il y a des aides justement qui sont disponibles aux parents d'élèves qui pourraient se retrouver en difficulté? Alors, tout à fait. Donc, il ressort des points qu'on a fait. Alors, les effectifs ont évolué de façon variable. Parfois, ce sont des baisses très légères, de l'ordre de 2-3%. Parfois, c'est un peu plus élevé, 6-10%. J'ai le cas d'un certain nombre d'établissements que nous suivons de près. Monsieur le consul général à Wuhan nous a mis en sensibilité à l'établissement qui, avec PSA et la mission de la Ligue française, bien maintenant a perdu beaucoup d'effectifs et pour lequel justement là, il faut travailler à la pérennité. Et donc, pour répondre à toutes ces situations, à toutes ces questions, nous avons voulu mettre en place avec Jean-Yves Le Drian justement un certain nombre d'aides, c'est-à-dire en accroissant les bourses. D'habitude, il y a 100 millions d'euros de bourses par an. Et on a mis 50 millions d'euros supplémentaires. On a également mis en place des dispositifs pour les familles étrangères, parce qu'on le sait, à 2/3, cet enseignement français à l'étranger, il est aussi composé parfois de locaux. Alors en Chine, il y a une législation qui est un peu différente, mais dans d'autres géographies du globe, ça a été utile. Et nous avons veillé aussi à mettre en place de la trésorerie, de la subvention en soutien des établissements, là aussi avec l'AEFE, parce que cet enseignement français à l'étranger, il est crucial pour qui veut scolariser ses enfants dans un système à la française. Il est crucial aussi en termes tout simplement d'influence. Et donc, là aussi, les crédits sont là. On suit chaque situation. Il y a d'ailleurs des demandes d'homologation aussi. Il y a donc de belles histoires qui se construisent, qui s'écrivent, des établissements qui souhaitent intégrer ce réseau. Et là aussi, eh bien, on travaille pour que le ministère de l'Éducation nationale débloque ces homologations, parce que là, c'est autant de réponses également apportées aux parents établis hors de France. Alors, pour changer de sujet, je vois qu'on a aussi beaucoup de questions sur la vaccination, hein. Je pense que c'est un sujet qui préoccupe vraiment les Français vivant en Chine continentale et à Hong Kong. On avait une question de Caroline qui est expatriée en Chine, qui résume bien la situation. Par rapport aux vaccins actuels proposés, quelles sont les possibilités mises à disposition des Français de l'étranger pour avoir accès à ces vaccins? Est-ce qu'on doit utiliser finalement le vaccin chinois ou le vaccin français? Et quels sont le plan de vaccination en fait, qui a été mis en place par l'État français dans ce sujet? Autre question complémentaire d'Amel qui vit à Pékin, elle qui souhaite se faire vacciner en Chine. Est-ce que justement des passeports de vaccins en provenance de Chine seront acceptés par les autorités françaises?
Très bien. Donc, deux questions, la vaccination, le passeport vaccinal. Sur la vaccination, on a conduit là tout un travail de recensement à l'échelle mondiale, justement, et grâce à nos postes, sur les besoins, pour vous donner l'image macro, si je puis dire. 84% des Français établis hors de France vont pouvoir être vaccinés localement parce que les autorités locales ont recours à des vaccins agréés par l'Union européenne. En revanche, 16% des Français établis hors de France ne sont pas dans ce cas-là et donc nous travaillons avec nos postes à proposer des solutions sur mesure, pays par pays, parce que la situation est différente d'un pays à l'autre, ne serait-ce qu'en termes de capacité à s'approvisionner, d'écosystème médical avec lequel l'ambassade ou le consulat travaille. Par exemple, j'ai vu qu'à Hong Kong, le Pfizer était disponible. Donc, c'est un vaccin qui est effectivement homologué à l'Union européenne. En revanche, je crois que il n'est pas encore tout à fait autorisé sur la Chine continentale. Donc, affaire à suivre de ce point de vue-là. Donc, deux choses l'une. Certains, de par aussi leur profession, ont été amenés à être d'ores et déjà vaccinés, y compris avec des vaccins locaux. Par ailleurs, encore une fois, là où il n'y a pas de disponibilité de vaccins homologués, eh bien, on va travailler à des alternatives. Et puis, justement, certains évoquaient le retour à l'été en France. Eh bien, à l'occasion d'un séjour de ce type-là, qui est forcément un peu plus long, il y aura la faculté aussi de se faire vacciner en France. Nous avons préfléché un certain nombre de centres en France qui permettront aux Français établis hors de France de recevoir cette vaccination sans que cela leur coûte d'ailleurs, puisque c'est gratuit. Donc, vous voyez, un panel d'outils selon la situation des pays et des communautés. S'agissant du passeport vaccinal, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, je vois, il y a l'idée de se dire, si je suis vacciné, je vais pouvoir voyager plus facilement. Alors, oui et non. On attend là les études pour s'assurer que la vaccination a bien un impact sur la non-transmission du virus. Il semblerait, les dernières études, la écossaise, etc., vont dans ce sens-là, mais voilà, le consensus scientifique n'est pas encore totalement établi. Ce qui est sûr, c'est que pour la mobilité internationale, puisque la vaccination dans un certain nombre de pays n'est pas obligatoire, c'est le cas en France, je crois que c'est le cas en Chine aussi, eh bien, il faudra aussi proposer une alternative. Et pour se déplacer, le plus sûr, ça reste justement le test négatif. Donc, la production du test négatif, je pense, va rester encore dans les habitudes pour s'assurer d'un voyage qui soit sûr d'un point de vue sanitaire. Et s'agissant du passeport vaccinal, le débat se fait en Europe et au niveau des institutions européennes parce que conditionner la mobilité à la vaccination, on voit bien tous les enjeux que ça pose, éthiques, politiques, etc. Et donc, je pense que c'est pas forcément cette option qui sera retenue. Je crois que c'est plutôt l'idée de proposer des alternatives. En tous les cas, j'ai senti ça chez mes homologues chargés du tourisme en Europe, pouvoir permettre à des gens qui ne sont pas vaccinés également de voyager à l'international dès lors qu'ils produisent ces tests PCR. Je vois une question complémentaire de Stéphane dans le chat qui nous demande justement est-ce que les vaccins étrangers seront-ils aussi reconnus en Chine? C'est aussi la question qui se pose. Donc là, chacune des autorités, nous on a des autorités européennes, j'imagine que la Chine a ses propres autorités pour homologuer les vaccins. À ce stade d'ailleurs, je ne crois pas que la Chine ait posé de demande d'homologation en Europe. En revanche, les Russes l'ont fait pour leur Sputnik, donc c'est en cours d'examen. Et donc, je comprends justement que certains vaccins vont être homologués en Chine, c'est le cas du Pfizer, qui doit être produit, je crois, par Fosun. Et par ailleurs, AstraZeneca est aussi en piste pour arriver, mais plutôt deuxième semestre, vraisemblablement sur Chine et Hong Kong. Très bien. Je vois que d'ailleurs que Madame la députée se connecte, donc je pense qu'elle n'hésite pas à entrer sur scène pour participer à ce webinaire. En attendant, je sais qu'on a eu pas mal aussi de questions pour revenir à l'enseignement supérieur, donc à des étudiants français qui ont été, soit qui souhaitent donc étudier en Chine ou à Hong Kong
ou alors qui étudiaient déjà en Chine et qui se sont retrouvés bloqués en France. On a notamment le cas de Mathilde, qui est étudiante à la Xiamen University et qui effectuait donc ses études en Chine depuis 3 ans, qui est revenue en France en janvier 2020 et qui s'est retrouvée donc bloquée plus d'un an plus tard. Le problème, c'est qu'elle est donc étudiante dans une université chinoise et qu'elle ne touche pas donc les bourses en France et elle a des problèmes donc pour vivre tout simplement. Elle n'a pas de ressources financières et elle se retrouve aussi loin de ses projets donc universitaires. Oui, tout à fait. C'est vrai que ces décisions des autorités locales, elles placent, je sais, de nombreuses personnes dans des situations difficiles. Plusieurs étudiants français avaient effectivement fait le choix de rentrer en France il y a un an et d'ailleurs, certains d'entre eux avaient reçu un appui logistique ou financier de l'ambassade pour ce faire et qui aujourd'hui se trouvent en difficulté pour réintégrer leur université d'origine. Donc, nous ne cessons de signaler ces situations aux autorités chinoises pour obtenir des réponses sur ce point. On va continuer à le faire. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, la réponse, elle est invariable. C'est le fait de les inciter à suivre les cours en ligne, sachant que les modalités de diplomation ne sont pas remises en cause et qu'on n'a toujours pas obtenu de date pour un retour possible sur les campus. Donc, ça reste pareil, ça fait partie des sujets sur lesquels on remet le métier sur l'ouvrage sur le métier, pardon, constamment. Mais c'est vrai qu'on fait face quand même à une position très dure et très fermée à ce stade. Alors, vous avez déjà évoqué la question des couples non mariés et non pacsés, mais juste pour revenir dessus, puisqu'on a aussi une question là de Virginia dans le chat, qui voilà, n'a pas revu son copain depuis plus d'un an et qui souhaite se paxer et voudrait donc se paxer à distance. Voulait savoir donc si c'était une possibilité qui était accordée par les autorités françaises. Le PAX à distance n'est pas dans les procédures utilisées, hélas. Et donc, vous nous confirmez du coup que pour la procédure donc, de laisser-passer qui avait été mise en place à l'été dernier, donc les demandes peuvent continuer à se faire pendant cette période? Pour qu'on puisse instruire les dossiers et que lorsque il y aura un assouplissement de la mobilité internationale, les gens n'aient pas à attendre X temps. Voilà, je précise que 80% des dossiers qui nous ont été soumis ont reçu un avis favorable. Il faut juste étayer le fait que, effectivement, il y a cette partenariat sentimental qui soit étayé. Mais dans la plupart des cas, encore une fois, 80% des cas, ça a été une suite favorable et c'est heureux, tant mieux, parce que là aussi, ça a pesé sur le moral des autres. Très bien. Je voudrais passer donc à un sujet aussi important qui nous est revenu plusieurs fois, donc les élections consulaires qui auront lieu donc le 30 mai prochain pour les Français de Chine continentale et de Hong Kong. Quels sont les dispositifs qui ont été mis en place pour s'assurer déjà que les électeurs puissent voter en toute sécurité et notamment peut-être nous évoquer aussi le vote en ligne qui sera également disponible pour ces élections? Alors effectivement, merci d'en parler parce que vous, Français établis hors de France, allez désigner vos élus locaux. Ça sera le 29 et 30 mai prochain. Ils sont 442 de par le monde. Et en Chine, il y a notamment 4 circonscriptions qui envoient des représentants. Ce sont des personnes qui sont précieuses, qui travaillent au quotidien avec les consulats, qui permettent de relayer vos préoccupations, vos problèmes, et je veux leur rendre hommage à ce moment-là de nos échanges. Pour voter, il y aura d'une part la capacité à voter à l'urne dans des bureaux de vote, et les consulats sont en train de démarcher les autorités locales pour pouvoir établir ces bureaux de vote. Et par ailleurs, il y aura la capacité de voter en ligne, et ça c'est très important parce que voilà, dans un maximum du coup de sécurité sanitaire et beaucoup de facilité, vous pouvez le faire. Nous avons mené des tests informatiques pour nous assurer de la sécurité de la solution. Tout cela a été validé et donc avec votre téléphone portable, avec une adresse mail, vous aurez cette capacité-là. J'insiste, c'est important, je pense, de voter et après chacun a son opinion naturellement sur le bulletin qu'il glisse dans l'enveloppe, mais tout simplement parce que vous avez des élus qui
se décarcasse. Et je crois que tout le monde, consulat, élu, tout au long de cette année, s'est mis en quatre pour aider du mieux possible. Et finalement, je crois que la façon de dire merci, c'est de dire, voilà, on participe. Et c'est le message que je voulais partager. Bonjour Madame Anne-Jonté, je vois que vous êtes connectée. Bienvenue parmi nous. Il faut que vous activiez juste votre micro. Pardonnez-moi, voilà, je suis désolée, de nouveau tard, je n'arrivais pas à me connecter. Très bien, mais on est content de vous accueillir dans cette réunion virtuelle avec les Français de Chine continentale et de Hong Kong. Peut-être juste, est-ce que vous auriez quelques mots à leur adresser justement D'abord, vous remercier Monsieur le ministre de sa visite en Chine, à la rencontre des Français de Chine, communauté avec laquelle j'essaye, malgré les difficultés actuellement que nous avons de communication physique, j'essaye de rester le plus possible en contact et je suis en permanence à leur disposition. J'ai eu des réunions très intéressantes la semaine dernière, virtuelles à nouveau, avec différents acteurs de la communauté française de Chine. Et j'ai bien compris à travers tous les témoignages que j'ai reçus qu'il y a de la part de notre communauté française une grande émotion, on va dire, à se sentir enfermé, même si on vit très bien. En Chine, tous me l'ont dit, actuellement, on vit très bien. D'ailleurs, même nous en France, quand on voit les images qui nous arrivent de Chine, ça nous fait un peu rêver de voir la manière dont ils vivent. Mais malgré tout, cette impression d'enfermement, l'impression qu'on ne peut pas sortir de Chine comme on veut, l'impression que si demain il se passe quelque chose dans nos familles, on ne peut pas brutalement aller se prendre un billet d'avion et rentrer comme on l'aurait voulu, comme on le pouvait jusqu'à présent. Oui, on a bien compris, et c'est vrai en Chine, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres pays, l'épidémie a fait apparaître des frontières, un mot qu'on avait totalement oublié, qui n'existait plus dans nos modes de vie ces dernières années, et qui est réapparu brutalement. Donc nos consuls généraux ce matin nous le disaient un peu plus tôt, la France fait ce qu'elle a la possibilité de faire, qui est assez limité quand un pays souverain prend des décisions, et là on sait qu'on a peu de moyens de l'infléchir. Donc on est en tout cas tous très très sensibles à ça, aux difficultés de recrutement, pour les alliances françaises, pour les établissements scolaires, aux inquiétudes qui sont portées. Et je veux saluer ici la créativité des uns et des autres pour trouver des solutions, que ce soit dans nos écoles, dans nos alliances françaises, dans nos instituts, dans nos postes, absolument partout. Je crois que tout le monde fait preuve d'une agilité incroyable dans des conditions absolument extraordinaires. Donc moi je suis toujours à leur disposition, à mon niveau, comme je le peux, pour essayer de les aider dans la mesure de ce que je peux faire, qu'il faut le reconnaître, est assez limité compte tenu de ce qui se passe actuellement. Je vous remercie en tout cas de participer à cette réunion. Justement, vous évoquiez des difficultés rencontrées par les Français de l'étranger. Est-ce qu'on pourrait peut-être évoquer justement les aides qui sont encore disponibles aux ressortissants français présents donc, dans ces régions? Alors moi, je voulais juste déjà remercier en premier lieu le gouvernement français parce que vraiment, quand l'année dernière, c'était en mai, le ministre Jean-Yves Le Drian, accompagné de Jean-Baptiste Lemoyne, quand ils sont arrivés tous les deux pour nous dire si, on met en place un plan d'urgence. Franchement, le plan qu'ils ont mis sur la table, je vous assure qu'on en était tous absolument bouche bée. C'était inimaginable. Si je prends l'exemple des bourses scolaires qui ont un budget d'à peu près 100 millions d'euros par an, en temps normal, et qui là a été augmenté en plus des 100 millions, ils ont ajouté 50 millions d'euros, mais c'est quelque chose qui était hors, je crois qu'aucun d'entre nous n'aurait osé demander peut-être la moitié de ce qui a été mis sur la table. Le fait que ces bourses aient été ouvertes également à des élèves qui n'étaient pas de nationalité française, et je sais que ça a été le cas en Chine, chapeau et merci, merci, merci. Et puis je pourrais décliner tous les pans de l'aide sociale, de mesures d'urgence qui ont été mises en place. Vraiment, moi je n'ai qu'un mot, c'est merci, avec en plus une petite souplesse dont ils ont fait preuve après, puisqu'au début les systèmes étaient un tout petit peu rigides sur l'aide sociale, et il a été assoupli par la suite. Donc je pense que certains Français auront sûrement des questions par rapport à ça, et je laisse Monsieur le ministre Jean-Baptiste Lemoyne peut-être apporter plus de précision. Merci beaucoup. Effectivement, je confirme, hein, les bourses scolaires en 2020 ont augmenté de 10% sur la Chine, plus 3 millions d'euros. Par ailleurs, on a veillé aussi à ce que puissent être mises en place des aides individuelles, ce qu'on appelle l'aide SOS, le soutien apporté à des personnes pour lesquels il y avait des conséquences économiques et sociales à cette pandémie. Là aussi, alors les postes qui, de mémoire, ont le plus consommé cette aide, c'était à Hong Kong et à Shanghai, mais ça correspond aussi à une forte présence de la communauté, c'est normal. Là aussi, l'idée, c'est d'essayer
d'apporter ce coup de pouce, ce soutien. On a reconduit ces dispositifs, ces aides en 2021. On a fait en sorte, alors qu'au début c'était ponctuel, que ça puisse être récurrent au mois le mois. Donc là aussi, on s'est adapté. L'idée, on n'est pas là pour faire des économies, on est vraiment là pour répondre présent et donc tous ces crédits, ils ont vocation à être consommés dès lors qu'il y a des besoins, et ce qui est légitime dans cette période. De façon très pragmatique, si on veut justement, si on a besoin de ces aides, où est-ce qu'il faut se connecter sur le site du consulat, sur quels sont les recours justement? Alors effectivement, c'est prendre contact avec votre consulat de ressort, si je puis dire, et c'est vraiment là où vous serez orienté sur les documents à fournir et sur l'instruction des aides. Mais voilà, plusieurs centaines, de membres ont déjà pu en bénéficier et on va continuer. Très bien. On a aussi une question par rapport aux entrepreneurs français à l'étranger qui malheureusement ne rentrent pas forcément dans les cases de ces aides et qui pourtant de par leur activité vraiment participent au rayonnement de la France à l'étranger et même à son commerce extérieur. Est-ce qu'il est envisagé justement de leur venir en aide? Est-ce qu'il y a des choses mises en place de ce côté-là? Alors, en aide, en subvention, en garantie de prêt, c'est compliqué parce qu'on est face aussi à des entités qui juridiquement ont la nationalité locale et donc ça limite un certain nombre de nos outils. La Banque publique d'investissement ne peut pas intervenir en tant que telle pour garantir des prêts. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille avec les CCEF notamment pour essayer de trouver des solutions parce que pour l'instant on a réussi à mettre en place cet accompagnement, mais dans les géographies type pays en voie de développement que sont qu'est l'Afrique subsaharienne, grâce à un outil de Proparco, qui est une filiale de l'AFD. Mais c'est vrai que ça n'a pas trouvé à s'employer sur toutes les géographies. Donc là aussi, il va sûrement falloir faire preuve de créativité, mais en tenant compte de ce contexte juridique que j'évoquais. Donc à défaut, on essaye d'aider les individus lorsqu'ils se trouvent dans des situations compliquées, je disais, mais l'aide aux structures, pour le coup, d'un point de vue soit subvention, soit prêt, elle est rendue compliquée de ce fait. Alors, je peux rajouter quelque chose justement là-dessus parce que, en effet, là, la crise a révélé le fait que ces structures qui existent, avec des personnes qui, à travers leur entreprise, participent à l'influence de la France, soit sur la chaîne de l'export, en étant le dernier maillon d'une chaîne d'exportation, soit sur l'importation, en ayant, pas l'importation, l'attractivité plutôt, on a absolument besoin de ces personnes-là. Et on s'est aperçu, là, vraiment la crise a fait révéler ce que disait le ministre là, c'est que ces structures, elles n'ont pas la nationalité française, on n'a pas de lien avec eux, on ne sait pas comment les constituer leur capital, qui a la main dessus, à quelles règles de droit ils appartiennent. Donc, tout ça montre que finalement, parmi ces entrepreneurs qui ont pris le risque de créer quelque chose à l'étranger, on a besoin de savoir quels sont parmi eux ceux qui apportent de la valeur ajoutée à la marque France, et combien sont-ils et où sont-ils et dans quel secteur sont-ils? Donc moi, à titre comme parlementaire, j'ai déposé une proposition de loi et je travaille dessus avec les CCEF qu'évoquait M. le ministre, avec les chambres de commerce aussi à l'international, avec BPI France, avec la direction du Trésor, pour proposer un outil qui permette de labelliser ces entrepreneurs et parmi eux, ceux qui vraiment apportent de la valeur ajoutée à la marque France. Alors évidemment, ce n'est pas un outil qui répond à l'urgence, ce n'est pas un outil qui a vocation à apporter une aide financière, mais c'est un outil qui a au moins pour objectif de les identifier, de savoir qui ils sont, où ils sont, dans quel secteur ils travaillent. Après que d'autres structures de type Proparco, peut-être que Proparco ne peut pas intervenir sous forme de dons en Asie, ce n'est pas prévu pour, mais en revanche, ils pourraient intervenir sous forme de prêt. Ils nous ont déjà expliqué, je les ai eu longuement au téléphone, qu'ils avaient beaucoup de partenaires banques locales avec lesquels ils travaillent déjà en Asie. Donc il y aurait peut-être des approches possibles. En tout cas, tout ça n'est pas encore mûr et peut-être que eux, Proparco, encore une fois, pourraient s'approprier cet outil pour dire, moi, je vais utiliser cet outil de labellisation que j'appelle France Impact pour voir si, avec mes critères à moi, je peux proposer une aide. Vous voyez, tout ça, c'est du long terme, mais en tout cas, la crise a révélé qu'il fallait maintenant avancer vite et que identifier ces profils-là était vraiment maintenant une urgence. Peut-être pour rebondir, parce que en même temps, je lis les questions, les commentaires, et Franck Barthélémy dit les OLES pourraient prendre le relais. Et il a raison parce que
Par exemple, il y a une expérimentation, une innovation qui a été conduite en Israël. J'en parlais hier avec une des conseillères des Français à l'étranger justement établie en Israël, où un OLS avait travaillé un programme pour les auto-entrepreneurs et qui avait pu trouver justement à être subventionné. Et donc, voilà, j'ai demandé aux équipes ici de travailler sur l'étude de ce programme, voir dans quelle mesure on peut pas aussi le dupliquer ailleurs. Et d'ailleurs, c'est si vrai qu'en 2020, nous avons souhaité apporter un soutien tout particulier aux OLS avec le programme STAFF qui leur a été fléché. Donc, c'est 2 millions d'euros qui sont venus en soutien aux OLS, partant du principe qu'eux-mêmes, après, venaient en soutien à nos propres compatriotes. Et je veux leur tirer mon chapeau parce que ce soit en Chine ou partout dans le monde, j'ai vu combien c'était précieux. À Beyrouth, par exemple, eh bien, la bienfaisance a joué un rôle crucial suite à l'explosion du 4 août. Voilà. Donc, effectivement, il y a quelque chose à creuser de ce point de vue-là avec les OS. Alors, on a reçu une question de Guillaume aussi sur l'après-crise, hein, puisque finalement, on parle de la crise actuellement, mais j'imagine que vous préparez aussi cette après-crise. Comment le gouvernement prépare-t-il la sortie de crise sanitaire mondiale et ses impacts potentiels sur les Français établis à l'étranger? Et également, une autre question, est-ce que justement, parmi les aides qui ont été déjà utilisées pendant la crise ou des procédés qui ont été utilisés, est-ce que certains d'entre eux pourraient être reconduits après même cette crise? Il pensait notamment à la suppression du délai de carence pour la sécurité sociale pour le retour en France et également à la protection des familles mixtes. Merci beaucoup. Effectivement, nous avons avec cette crise innové. Il y a un certain nombre de, de process qui se sont accélérés. Vous évoquez le fait qu'on a mis fin à ce délai de carence de 2-3 mois, plusieurs reprises par voie d'amendement et d'ailleurs on va continuer à le reconduire, cette fois par voie de décret, au-delà du 1er avril et très clairement, moi, c'est partie des objectifs que je poussais en interministériel pour pérenniser cette disposition. Alors après, il faut prendre son bâton de pèlerin auprès des collègues du gouvernement, santé, budget, etc. Mais je pense que la crise, elle est toujours un révélateur de l'importance de tel ou tel secteur. C'est le cas pour le tourisme, qui est une autre de mes missions. On s'est rendu compte du poids du tourisme et de la même façon, je crois que ça on a vu combien les communautés françaises d'ailleurs de France étaient importantes. C'est pas un scoop pour vous, c'est pas un scoop pour moi, mais je crois que au sein de l'opinion publique française, eh bien, ça a été une prise de conscience et j'espère qu'après avoir été un révélateur, ce sera aussi un accélérateur pour pérenniser un certain nombre de soutiens. Par exemple, en matière d'éducation, je peux vous dire que l'ambition du président de la République de justement continuer à étendre ce réseau de l'enseignement français à l'étranger, cette ambition, elle est vraiment intacte, qu'on y travaille à la fois avec l'AEFE, avec des acteurs publics, associatifs, des acteurs privés, pour avoir un maillage toujours plus dense et puis donner cette opportunité d'un enseignement à la française dans le plus grand nombre d'endroits possibles. Alors, il nous reste vraiment une dizaine de minutes, donc je vais juste vous poser quelques questions ici qu'on a reçues, notamment de Nicolas qui se demandait pourquoi il n'est pas possible pour les personnes de même sexe de se marier au consulat de France à Hong Kong. Alors là, on est face aussi à des législations locales avec lesquelles, bien naturellement, nous devons faire. Mais en revanche, dès lors que vous êtes marié en France, bien naturellement, notre consulat reconnaît tout cela et c'est normal. Mais c'est vrai que nous sommes des implantations diplomatiques consulaires dans des pays de résidence, de la même façon que vous, et nous devons effectivement bien nous soumettre aux règles locales en vigueur. Donc, ceci explique cela. Nous avons également une question de Julien qui est expatrié donc, en Chine et qui posait la question de la reconnaissance réciproque des permis de conduire entre la France et la Chine et de savoir si c'était possible d'en apprendre davantage sur l'évolution d'un accord qui pourrait être mis en place entre les deux pays. Alors, il y a un accord qui a été signé en 2018 entre Chine et France. Il a été ratifié par la Chine. Le processus est en cours de ratification en France. On espère terminer le processus en 2021. Voilà.
D'accord, très bien. On avait également une question la plus politique sur la situation à Hong Kong. Lazarus nous demandait si la France comptait dénoncer l'érosion des libertés à Hong Kong. Alors, vous savez, la France, elle n'est pas avare de sa parole sur Hong Kong. Encore ces derniers jours, avec justement en européen, avec les autres nations membres de l'UE, on a dénoncé des arrestations de personnalités de l'opposition, pro-démocratie, la réforme du système électoral hongkongais et d'ailleurs notre consulat assiste régulièrement au procès visant les personnalités d'opposition. On fait un roulement avec les représentations des autres États membres de l'Union européenne. De la même façon, on a adopté d'ailleurs en juillet dernier en européen toute une batterie de mesures pour soutenir la société civile, les échanges universitaires. Notre consul signalait d'ailleurs, il y a des contacts, enfin des liens aussi avec le monde universitaire qui se densifient parce que la liberté académique c'est important également. Voilà, donc on ne porte pas, comment dire, notre drapeau dans notre poche et notre attachement à ces valeurs. Je voudrais préciser, ajouter à ça que Jean-Yves Le Drian a été auditionné par la Commission des Affaires étrangères la semaine dernière. Il a été très clair, il a clairement parlé des atteintes aux droits de l'homme et à l'état de droit sur plusieurs pays. Il a cité, sur plusieurs zones, il a cité Hong Kong nommément. Et parlant de la Chine, il a bien dit que la Chine, il a employé les 3 mots suivants, était à la fois un partenaire, un concurrent et un rival, et qu'il fallait ne jamais l'oublier dans les discussions fermes et franches que nous devions avoir avec eux. Alors, merci. Est-ce que justement par rapport juste pour rebondir, parce que je vois Jérémy Matheuret qui dit la France doit-elle faire plus que dénoncer. Vous savez, par exemple, quand justement il y a un accord sur l'investissement, on le soumet aussi à un certain nombre de conventions de l'OIT, de droit du travail. C'est comme ça aussi qu'on arrive à faire progresser notre attachement à des normes internationales, à leur respect. Et d'ailleurs, quand certains de nos partenaires ne le respectent pas, on déclenche les clauses justement de dialogue politique. Ça a été le cas avec la Corée de ce point de vue-là sur ces questions de droit du travail. Donc, il s'agit pas d'être dans l'incantation, mais d'être efficace. Ce sont des sujets qui sont soulevés très régulièrement à chacune des prises de contact. Voilà. Maintenant, on est face à un partenaire qui lui-même aussi affirme un certain nombre d'éléments de puissance et de souveraineté. Donc, le dialogue, il est exigeant. Mais il faut maintenir le dialogue, bien sûr. D'ailleurs, est-ce que les relations avec la Chine continentale ont eu peut-être se sont peut-être affaiblies ou au contraire, est-ce que le dialogue est plus fort depuis cette crise sanitaire? Bon, il y a des éléments structurels et des éléments conjoncturels. Structurellement, France et Chine ont établi ces relations diplomatiques, souvenez-vous, depuis des décennies. C'est d'ailleurs un des héritages du général de Gaulle. France et Chine, le dialogue entre les leaders, il se fait très régulièrement, les choses se disent. Par ailleurs, je pense qu'il y a un momentum à utiliser parce que la France est, je pense, perçue par les Chinois comme étant plus que jamais au cœur de la mécanique européenne, parce que nous allons prendre la présidence européenne en janvier, parce que le Brexit a eu lieu, donc exit le partenaire britannique au sein de l'Union européenne, parce que, vous l'avez vu en Allemagne, on est sur une organisation de la suite du côté d'Angela Merkel, et par conséquent, la France, voilà, a cette carte maîtresse à jouer et donc par ailleurs est un peu, je dirais, en pointe dans ce dialogue, un dialogue qui encore une fois doit rester exigeant. Alors, je vous remercie. Malheureusement, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci à tous de votre participation. Je sais que beaucoup d'entre vous ont posé de nombreuses questions. Je me permettrai de les transmettre. Tout à fait. Pour que vous puissiez justement aussi y répondre. L'idée, c'est que ces questions ne soient pas Exactement. perdues. Est-ce que justement, Monsieur le Ministre, vous voudriez peut-être ajouter quelque chose?
Non, mais voilà, dire que, parce que naturellement, il y a eu beaucoup de questions, donc j'en ai pris à la volée, mais il y en a énormément et merci de votre participation. On est très preneur de pouvoir en garder la trace pour apporter le maximum de réponses. Là aussi, avec mon cabinet, avec la direction des Français à l'étranger, la DFAE, avec les postes, naturellement. Et encore une fois, merci à John Ted de nous avoir rejoint. Merci à chacune et à chacun du temps pris. Et voilà, sachez que on fait le maximum, mais on est dans un contexte qui demeure encore très compliqué. Haut les cœurs, vraiment haut les cœurs. On va y arriver. Voilà, je crois qu'on a passé le plus dur, et c'est vrai que c'est après avoir comme ça géré déjà plus d'un an. Les semaines, je dirais, d'isolement paraissent encore plus longues, mais voilà, partons du principe qu'on tient le bon bout. La vaccination progresse partout dans le monde. Ça va être un élément clé pour reprendre une vie la plus normale possible. Et puis, écoutez, à très bientôt, je l'espère, non plus en visio, mais en vrai, que ce soit vous qui veniez en France ou bien nous qui pourrons à nouveau nous déplacer. Madame Jeunetet, un mot de la fin? Oui, merci beaucoup. Alors, j'ai vu dans la liste des questions, il y avait en gros un peu deux types de questions, celles qui concernent les Français et leur vie là-bas sur place, et puis ceux qui concernent plus les relations internationales, et notamment la relation France-Chine. Donc là, je vais prendre quelques secondes ma casquette de commissaire aux affaires étrangères à l'Assemblée, et je répondrai bien volontiers aux questions également sur les relations France-Chine, sur les réponses que le ministre a pu nous porter, sur les questions que la Commission a pu poser. Voilà, je travaillais encore ce matin sur un sujet lié à la Chine. Donc la Chine est très très présente dans notre activité de parlementaire. Donc voilà deux points, deux aspects de la relation France-Chine, les Français en Chine et la relation bilatérale. Et je répondrai moi aussi bien volontiers à toutes les questions et soyez assurés de ma présence à vos côtés. Merci. Merci, le petit journal. Merci, monsieur le ministre et madame la députée. Merci que vous êtes pliés au jeu des questions et réponses. Je vous précise juste que cette réunion virtuelle sera disponible dès aujourd'hui en replay sur YouTube et également sur nos réseaux sociaux. Et elle sera dès demain sur nos éditions de Shanghai, Pékin et Hong Kong. Merci à vous. Merci à vous.